Je trouve qu'au moment même où ces deux pays de l'OTAN s'interrogent, donc les cas de figure sont a priori très différents, c'est encore important de le rappeler, l'OTAN évoque elle-même le scénario d'une attaque. Et elle l'évoque explicitement. Oui, par la voix du président de son comité militaire, l'amiral néerlandais Rob Bauer. Écoutez-le. If they attack, you have to be ready. And therefore, we need more soldiers at a higher readiness. You will have to increase the training. They will need weapons. They will need ammunition. They will need all the things that additional soldiers need. I mean, we are talking in NATO as a whole, if Finland and Sweden have joined, of about 3.5 million soldiers in the alliance. Vous avez bien entendu, 3,5 millions de soldats au total. Il faut savoir que l'OTAN souhaite constituer une force de riposte de 300 000 hommes. On en est loin pour l'instant. Cette petite phrase de Rob Bauer montre que l'Alliance, à défaut de jeter l'huile sur le feu, fait savoir qu'elle se prépare à tous les scénarios. Merci Lucille. Si l'ennemi attaque, je ne sais pas si on a l'habitude de voir un haut cadre de l'Alliance Atlantique parler comme ça dans ce contexte-là. Si l'ennemi attaque, non, mais général. En dehors du contexte, c'est normal, c'est son rôle. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, c'est normal. L'OTAN est faite pour se préparer à faire la guerre depuis qu'elle existe. Simplement, depuis les années 90, on considérait qu'il n'y avait plus de guerre, donc c'était plus vraiment l'opération. Donc l'OTAN s'est un peu fourvoyée en Afghanistan et en d'autres missions, qui n'étaient pas vraiment son rôle. Mais maintenant, elle revient, j'allais dire, au cœur de son rôle qu'on a connu, que j'ai connu avant les années 90. On prépare la guerre, à l'époque contre le pacte de Varsovie, maintenant contre la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on va l'attaquer, ça veut dire qu'on prépare à défendre les frontières de l'OTAN. Et pour bien enfoncer le clou, je ne sais pas si on peut parler de bisbille, mais en tout cas l'incident roumain, il s'agissait bien d'un drone russe, et l'incident dont on parle aujourd'hui en Bulgarie ne s'agirait pas, selon vos premières impressions, d'un drone russe, n'ont rien à voir avec cette sorte de communication un peu ferme. Non, tout à fait. Là, on est à la réunion d'Oslo, après Vilnius, dans lequel les états-majors préparent l'application des décisions qui ont été prises à Vilnius, et comme ça a été dit, d'avoir une force de réaction de 300 000 hommes qui est prête. Et ça veut dire grande manœuvre l'année prochaine. Je rappelle que la France en a fait cette année, l'OTAN l'année prochaine. Tout ceci monte en gamme pour montrer les 300 000 déployés avec des créneaux d'alerte qui sont passés de 3 mois à 30 jours. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Oui, c'est vrai que l'OTAN, ça sert à ça. Depuis sa création en 1949, ça sert à la défense collective de tous les États membres. Et la défense collective contre qui? Contre l'URSS hier, contre la Russie aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de chance. Il est vrai aussi que la formule « s'ils attaquent », dans l'ambiance actuelle, est peut-être pas la plus diplomatique qui soit. Mais c'était un général... Un amiral, pardon, un officier général. Un amiral et pas forcément un diplomate qui s'exprimait. Donc il s'exprimait comme de façon technique. Pratiquement, de façon technique. Je pense pas, moi je ne surinterpréterai pas son... Mais en rappelant encore une fois que l'OTAN, ça sert à ça, à dire aux Russes, si vous arrivez, on sera là. Voilà. Mais 1949. 1949, parce qu'on cherche toujours à repérer les petits signaux qu'il peut y avoir d'une forme de petite montée de pression. Et les dernières déclarations de Sergueï Lavrov, peut-être qu'elles ne sont pas nouvelles, mais de dire ce sont les États-Unis, donc le pays en chef de l'Alliance Atlantique, qui nous font la guerre. Écoutez le ministre des Affaires étrangères russe. Это факт. А происходит то, что Украину подготовили для того, чтобы долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну. Montage et Lyon Brémond, Isabelle. Ah oui, c'est le principe classique de l'accusation inversée. C'est une spécialité de Sergueï Lavrov et d'ailleurs de Vladimir Poutine. Pour cacher la défaite de l'armée russe en Ukraine, il faut toujours trouver
un bouc émissaire, et ce bouc émissaire, ça fait un moment que c'est le même, c'est l'Occident, les démocraties européennes et tout ce qui s'oppose en fait au projet impérialiste de Vladimir Poutine à ses frontières. Quant à l'OTAN, il y a deux mouvements à la fois. Il y a à la fois vis-à-vis de tous ces événements, il y a un mouvement qui consiste en fait à calmer le jeu en permanence avec un principe très très fort qui est on ne fera pas la guerre à la Russie. Et Joe Biden, pendant très longtemps, a commencé tous ses discours en disant « je ne serai pas celui qui démarrera la Troisième Guerre mondiale ». Donc il y a un discours vraiment pour éviter pour éviter l'engrenage et éviter d'être entraîné plus loin dans cette guerre. Et en même temps, il y a le job de l'OTAN qui est de faire exactement ça et qui est plus d'instaurer une dissuasion suffisante vis-à-vis de la Russie. Donc tout ça est assez logique. Bon, Vera, un mot. Oui, à mon avis. Vous ne sentez pas de changement de climat et de petites tensions particulières entre l'OTAN, entre la Russie et la Russie? Depuis quelques jours, non, mais depuis 2022, ça, oui. Oui, on a senti. Ça, oui. À mon avis, c'est justifié parce que depuis 2014, Poutine mène mène la politique extérieure agressive. Et sa légitimité maintenant n'est pas en dedans de la Russie avec les élections, avec la démocratie, mais elle est complètement à l'extérieur du pays. Et en fait, pour continuer sa règne en Russie, il cherche toujours les petites victoires, comme il le croyait que ça serait en Ukraine. Donc si la guerre en Ukraine s'enlise, et si ça devient un conflit gelé, si la Russie a le temps pour se préparer pour une nouvelle guerre, c'est pas exclu parce que sa logique est agressive et sa légitimité, il n'est plus, encore une fois, dans la politique antérieure à la Russie. Il lui faut encore des victoires à l'extérieur et tant qu'il est au pouvoir, il va les chercher parce que c'est la seule chose en fait qui prouve... Oui, mais là on parle de puissance nucléaire. Oui, mais quand même, par exemple, si... vous savez, avant l'invasion en Ukraine aussi, on se disait que c'était la folie de le faire. Voilà. Mais on sait que Poutine est renfermé un peu dans sa bulle et que de plus, ça continue. De plus, il est convaincu qu'il fait une guerre juste et qui sait sur quelle base il va prendre des décisions en futur. À mon avis, ça va devenir encore de pire en pire. Alors là, vous n'allez pas contribuer à rassurer ceux qui nous regardent et à qui on dit depuis le départ... La Russie a une solide tradition de gestion de l'arme nucléaire. Elle ne se lancerait pas dans une aventure comme tend à le faire penser les déclarations incendiaires d'un Medvedev ou autres dirigeants russes. Donc la dissuasion fonctionne. Oui, parce que exactement. la dissuasion, c'est fait pour la théorie de la dissuasion. Oui. Et jusqu'à présent, ça a marché. Peut-être qu'un jour, ça ne marchera plus. Et dans cette dissuasion, il y a la capacité classique, technique de l'OTAN de pouvoir vaincre l'armée russe. Ça veut dire, vous n'allez pas passer sous le seuil nucléaire. Sous le seuil du nucléaire, on est capable également de défendre. Et donc, pour répondre à votre question sur le changement d'ambiance, je pense que ce n'est pas les drones qui tombent qui changent l'ambiance, mais depuis, on a tendance à l'oublier, depuis 19 mois, il y a une réalité, c'est que la guerre est revenue et que l'OTAN doit se préparer à la faire parce que c'est son job. Elle s'y prépare. Mais elle s'y prépare. Je rappelle que la Russie n'a pas réussi à vaincre l'Ukraine. Elle est toujours en bordure de l'Ukraine quand même. Hein. Elle en occupe une partie, mais je veux dire, elle n'a pas réussi à envahir l'Ukraine. Elle n'a absolument aucune chance contre l'OTAN, mais il faut le conforter. Et il faut s'installer dans la durée. D'ailleurs, l'interview de l'amiral, qui est le président du comité militaire de l'OTAN, qui va le quitter bientôt d'ailleurs, eh bien, le discours disait non seulement il faut s'équiper là, mais il faut recompléter les stocks, être capable de tenir dans la durée, etc. Donc c'est une vision stratégique qui a été exposée à Vilnius, qui est complètement nouvelle.